Voilà, bienvenue, mesdames et messieurs, sur Électron Libre, sur Radio Électron Libre, la radio qui libère les idées entre vos deux oreilles. Aujourd'hui, on lance une nouvelle série, Le Grand Vol Invisible. On va plonger dans un sujet qui touche notre portefeuille, nos libertés, notre santé et même notre avenir. Comment un système financier mondial géré par une élite non élue influence notre quotidien depuis 200 ans. Alors, pas de complotisme farfelu, non, juste des faits historiques et des exemples concrets pour se questionner ensemble. Je suis Vincent Vermeil et pour cette série, j'ai le plaisir d'accueillir comme invité principal récurrent et co-animateur Pascal Borel, connu sous le site internet X, anciennement Twitter, sur @4ovet24. Alors, @4ovet24. Tiens, il faudra que je lui pose la question d'où vient ce pseudonyme. Alors, j'ai choisi d'inviter Pascal parce que j'ai trouvé que ses explications et ce qu'il disait notamment sur YouTube, aussi sur X maintenant, etc. J'ai eu l'occasion aussi de lire son livre et je trouvais assez intéressant. Et je pensais qu'il pouvait nous amener quelque chose dans cette série d'émissions sur la souveraineté monétaire, les manipulations élitistes et puis les alternatives comme par exemple les BRICS. Alors Pascal, merci d'être avec nous pour cette première et potentiellement toute la série. Alors succinctement Pascal, pouvez-vous nous présenter à nos auditeurs qui ne vous connaissent pas et puis au public qui nous écoute? Eh bien, d'abord, merci Vincent, merci à vous de m'inviter sur votre radio Électron Libre. Je vais essayer de me présenter de la façon la plus succincte possible. J'ai une carrière qui est essentiellement dans le domaine de la finance. J'ai travaillé en Suisse, bien entendu, à Paris, à Londres, un peu à New York, à Boston, Tokyo. Et j'ai été l'arbitre, en fait, des bonnes et mauvaises performances ou des mauvaises performances de tous les fonds de placement enregistrés à la vente dans respectivement des pays comme la Suisse, la France, le Luxembourg et la Belgique. Donc voilà, c'est l'essentiel de ma carrière et j'ai acquis, oui, par la pratique, je dirais, une certaine expérience de la façon dont sont gérés les grands portefeuilles, que ce soit au niveau des caisses de pension ou au niveau des fonds accessibles grand public. Donc, j'ai été en contact évidemment avec pas mal de banques, même de banques centrales, la Bank for International Settlement, à savoir la BRI, qui a été parmi mes clients, enfin, etc., etc. Voilà, c'est l'essentiel de mon parcours et là, je me consacre à l'écriture de livres qui visent à redonner leur force à nos démocraties par des solutions simples, accessibles à tous, qui évidemment concernent l'harmonie des flux financiers entre la classe moyenne, seule productrice de richesse, le peuple en fait, et les systèmes de gouvernance. Car je me rends bien compte que l'accès illimité que les systèmes de gouvernance, les États pour ne pas les nommer, cet accès illimité qu'ils se sont donnés à la valeur de votre argent, de votre travail, leur donne un pouvoir absolu sur vos vies et sur l'économie en général. Donc l'idée, c'est de remettre en place des règles simples qui vont rééquilibrer les flux financiers. C'est ce dont on va parler dans le cadre des banques centrales dans un instant, j'en suis sûr, Vincent. Mais excellent, je pense que ça a un peu plus renseigné. Donc effectivement, on va essayer de vulgariser ça au maximum, comme si on discutait entre un ami autour d'un café ou d'un bon verre. Alors, pour interagir avec nous en direct, vous pouvez rejoindre le groupe Telegram Électron Libre, donc le groupe de la radio, le groupe Telegram de la radio Électron Libre. Dans le sujet, il y a un sujet, émission Le Grand Vol Invisible. Et puis, écrire directement vos questions ou réactions en direct, ou même idées. Et puis, on essaiera de les lire pendant l'émission. Afin que tout le monde puisse participer et puis pourquoi pas poser ces questions justement parce que vulgariser tout ça c'est pas facile. Alors pour reprendre un peu toute cette histoire de banque etc, imaginez un club privé où quelques riches décident des règles de l'argent pour tout le monde et puis s'enrichissent en silence. C'est un peu l'histoire des banques centrales depuis 200 ans. Ça a commencé en Angleterre vers 1800 avec la Banque d'Angleterre qui a créé une chambre de compensation. C'est un système pour régler les dettes entre les banques sans devoir transporter physiquement de l'or. Officiellement pour faciliter le commerce, soi-disant.
Mais en réalité, ça donne à la Banque centrale un pouvoir énorme. Elle fixe les règles et si une banque locale ne suit pas, elle est exclue comme virée du club. Pascal, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça ressemble déjà à un biais pour les élites? Alors, oui, dans un premier temps, les banques centrales en général ont été créées en effet pour réguler les banques commerciales, c'est-à-dire pour s'assurer que la liquidité des banques commerciales soit effective. En ce sens que la plupart de l'argent qui circule dans le système financier n'est pas directement créé par la Banque centrale, elle est créée, cette masse monétaire, par les banques commerciales qui, à travers des prêts qu'ils octroient, font fonctionner l'économie, font fonctionner les gens qui ont besoin de capital pour créer des entreprises, pour créer quelques biens ou services que ce soit. Et la Banque centrale, dans son idée d'origine, ou plutôt ce que certains théoriciens de la finance ont mis en place après, pour justifier leur existence, je devrais plutôt dire, l'idée c'était de s'assurer qu'elles aient un niveau de liquidité, qu'elles respectent un certain nombre de règles qui protègent finalement leurs clients. Très vite, le problème des banques centrales, dont la première a été créée en 1609, en 1609 à Amsterdam, et qu'on n'appelait pas banque centrale, on l'appelait banque publique. Et très vite, les gens qui avaient la capacité de créer de l'argent, donc on appelle l'argent banque centrale, qui ne correspond qu'à, on va dire, 15 ou 20% de la masse monétaire réelle, en circulation, active, je devrais dire, les gens qui se sont dotés de ce pouvoir de créer de la monnaie à partir de rien ont abusé de ce pouvoir. On ne peut pas le leur reprocher. Est-ce qu'on aurait idée de reprocher au lion d'utiliser sa force pour tuer une gazelle? Bien évidemment pas. Oui, mais il ne chasse que pour manger. Un lion ne va pas tuer, manger pour s'il n'a pas faim. Alors, c'est vrai, mais l'appétit des êtres humains est insatiable et à partir du moment où ils ont une source de financement, ils trouveront de quoi utiliser l'argent fraîchement créé. Ouais, et l'obésité devient morbide. Hein? Oui, c'est ça devient morbide, mais c'est finalement l'apanage de l'être humain que d'en vouloir toujours plus. Et les règles initiales qui visaient à faire des banques centrales un acteur économique qui permettait, en cas de crise, de renflouer l'économie, comme en cas de guerre, par exemple, si le gouvernement n'avait pas la capacité de produire des armes, il était capable de, par la Banque centrale, créer les liquidités nécessaires pour payer les entreprises d'armement et créer les armes. Alors, si je comprends bien, tout ça, c'était entre des mains privées au départ, en 1600. Alors oui, ça a été entre des mains privées. Je ne pourrais pas vous dire à quel moment c'est devenu étatique. Ce que je peux vous dire, Vincent, c'est que dans les années, on va dire 1791, je dirais, le premier essai de banque centrale a été organisé aux États-Unis. Donc, les Hollandais avaient déjà leur banque centrale, les Français avaient leur banque centrale, les Anglais avaient leur banque centrale. Et ça n'est qu'en 1791 qu'a été approuvé par le Congrès américain la création d'une banque centrale, mais pour un très court mandat. Et l'idée était de donner de la liquidité dans le cadre d'une surchauffe économique pour permettre à des entrepreneurs de disposer des liquidités qui leur permettaient en effet d'entreprendre, de créer des usines, de permettre à des gens de fabriquer des maisons, de s'endetter par le biais d'hypothèques. Donc c'était finalement, à ce moment-là, ça a été... Il y a des vertus à la Banque centrale et c'est indéniable. Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces vertus ont été complètement détournées par rapport au profit que les États peuvent tirer de la Banque centrale, en sachant qu'ils se rendent bien compte qu'augmenter la masse monétaire en injectant du cash, en faisant tourner la planche à billets, eh bien, c'est une escroquerie quelque part, car c'est l'impôt le plus injuste, en ce sens qu'il permet de voler la valeur des économies des individus de la classe moyenne, sans même devoir leur envoyer une facture d'impôt. Ouais. Et c'est là que le bas blesse.
Alors, on va essayer d'être dans le concret pour nos auditeurs, parce que c'est un sujet qui est très difficile à vulgariser. On en discutait avant, on en parlait avant. C'est vraiment pas facile de pouvoir expliquer les choses aux gens. Alors, tu parlais de la création de ces banques avec 2 dates, et puis moi j'en ai découvert dans la recherche pour faire cette émission. Alors ça c'est un exemple concret, c'est en 1844, donc quelques années, 50 ans après la dernière date que tu as donnée, qui était 1791. Donc 50 ans après, en 1844, la loi Bank Charter Act donne le monopole sur l'émission d'argent à la Banque d'Angleterre. Alors, ils ont utilisé, comme on le voit aujourd'hui avec ce qu'on vit concrètement, une espèce de propagande en disant non, mais c'est pour la stabilité. Et puis, ça finance l'Empire britannique. Et puis derrière, ce qui s'est passé, c'est que les colonies, alors britanniques, à travers le monde, il y en avait beaucoup à l'époque, d'accord, comme en Inde, eh bien, ils payaient des taxes pour dettes de guerre. Et puis, avec tout ça, eh bien, les banquiers s'enrichissaient. Et s'enrichissent rapidement, d'accord? Alors, si on avance aux États-Unis, en 1913, la Fed est créée après une crise bancaire. Alors, d'après les recherches que j'ai pu faire, il semblerait que cette crise bancaire ait quand même été fabriquée en 1907. Donc, ça, quelques années avant 1913, ils ont commencé à fabriquer une espèce de crise bancaire. Et puis, ils se sont réunis sur une île qui s'appelle l'île de Jekyll. Ça m'a fait penser à Dr Hyde, Mr Jekyll, Dr Hyde. Voilà. Mais ils ont organisé tous ces banquiers, se sont mis sur une île. Par exemple, il y avait JP Morgan, qui a des liens avec Rockefeller. Et puis, ils se sont mis d'accord pour légaliser et faire voter le Congrès américain pour la légalisation d'un système. Et puis derrière tout ça, eh bien, on a, comme on le constate aussi aujourd'hui, actuellement, le lobbying. Alors, toujours sous couvert de stabilité publique, eh bien, ils ont créé la Fed qui a financé la Première Guerre mondiale. Donc, ils avaient déjà prévu à quelque part, puisque la Première Guerre mondiale, 14-18, là, on parle de 1913. Donc, les choses, et puis, ils avaient déjà organisé leur truc en 1907. Donc, on a l'impression que ces différentes actions sont programmées pour arriver à la Première Guerre mondiale. Donc, ils ont fait un système qui permet de créer une dette infinie pour financer cette guerre. Alors, moi, j'ai fait quelques corrélations, et puis on constate que ces lois, entre guillemets légales, ont été votées, notamment en arrière-plan, avec des conflits d'intérêts énormes, puisque les banquiers influencent le politicien, etc. Et puis, avec ce système-là, eh bien, on spolie les populations via des taxes pour dette, d'accord, tout en favorisant, bien sûr, les grosses banques. Alors, Pascal, est-ce que tu aurais, toi, un exemple historique alors oui, je me permets maintenant de tutoyer Pascal, excuse-moi, je suis pris dans le jeu du dialogue. Non, mais ça me fait plaisir. Est-ce que ça non, on se tutoie. Alors on se tutoie, excuse-moi. Alors, est-ce que tu aurais un exemple historique qui, selon tes connaissances, a marqué cette période? Alors, si je peux me permettre, Vincent, je vais même remonter un tout petit peu plus loin, presque un siècle avant, pour donner quelle est l'origine. Parce que après la guerre de 1812 aux États-Unis, l'Amérique était en chaos. Et pour recréer une structure économique qui fonctionne, le Congrès a décidé d'autoriser un mandat de 20 ans pour une banque centrale afin de financer la reconstruction du pays. Et ce mandat se terminait en 1836. Mais cela toujours dans des mains privées? C'était toujours dans des mains privées? C'était toujours dans des mains privées ou c'était créé de manière publique? Alors, c'était avec l'assentiment du Congrès, bien entendu. Donc, c'était sous contrôle public, je veux dire de l'État, des politiques, mais il est vraisemblable qu'au niveau de la systématique, je dirais, du formalisme du tout, ça a été mis dans les mains de banquiers professionnels, de financiers professionnels. Je vois mal nos amis politiques qui sont du tout, avec tout le respect que je leur dois, qui comprennent pas grand-chose à la finance et encore moins à l'économie, se mêler des actions techniques qui régissent les banques centrales. Donc, ça veut dire que c'est le Congrès qui a décidé, donc c'est d'origine
politique, d'origine étatique, mais ensuite au niveau de l'implémentation, c'est bien évidemment des privés qui s'occupent de ça. Et bien sûr que les Rockefeller, les JP Morgan, toutes ces banques sont impliquées jusqu'au cou. Mais je crois que le phénomène vraiment intéressant, c'est que le Congrès avait compris que créer une banque centrale, c'était donner un pouvoir insensé aux gens qui ont cette capacité de produire de l'argent à partir de rien, sans qu'aucun travail ne vienne soutenir la valeur de cet argent. Et ils ont autorisé ce mandat jusqu'en 1836. Et le 7e président des États-Unis, M. Andrew Jackson, qui avait bien compris le déséquilibre fondamental que tu introduis dans une économie au moment où tu donnes à un petit groupe d'individus la possibilité de maîtriser le cash, de créer de l'argent à volonté, a détruit, a cassé la banque. Et ça a donné lieu à des luttes politiques monstrueuses parce que les gens qui ont cette capacité de créer de l'argent à partir de rien veulent le conserver. Ils veulent conserver ça à tout prix parce que ça leur permet d'effacer d'un revers de main la gestion calamiteuse de l'État, toutes les erreurs politiques, ça leur donne une source de financement insensée. À tel point que le président Andrew Jackson a fait graver sur sa pierre tombale « I killed the bank », « J'ai tué la banque », comme son plus grand succès politique de l'époque. Et l'illustration, qu'est-ce que je veux dire par là, Vincent? C'est qu'à l'époque, il y avait encore des hommes politiques qui non seulement comprenaient la finance, comprenaient l'économie, mais avaient une forme d'honnêteté qui les empêchait de déséquilibrer complètement l'appareil industriel, l'appareil de production, la relation qui existe entre la classe moyenne productrice de richesse, centre de profit, et le système de gouvernance, centre de coût, qui est là pour mettre en place un outil qui permet à la classe moyenne d'exprimer sa capacité de travail. Et ces hommes-là avaient une forme d'éthique, et je pense pas d'ailleurs que c'était une forme d'éthique, je pense que c'était de la simple conscience des conséquences des actions qu'ils mettaient en place ou non. Et il a fallu attendre, comme tu viens de le citer, 1913-1914 pour que la Fed soit créée. Donc ça fait pas tout à fait un siècle, mais c'est 80 ans au bas mot. Oui. Donc, il a fallu 80 ans à nos amis Rockefeller et autres qui, comme tu peux bien imaginer, ont milité, ont tout tenté durant cette période pour recréer une banque centrale et se donner l'autorisation d'imprimer de l'argent, la monnaie banque centrale, comme on l'appelle. Et il a fallu attendre 1914, en effet, dans le cadre du début de la Première Guerre mondiale, qui a été utilisé comme excuse pour recréer un outil qui puisse alimenter de façon quasi infinie les organismes politiques. Voilà. Mais c'est quand même incroyable de se dire que par rapport au calendrier, quand on regarde au travers de l'histoire, ces gens-là ont pratiquement fabriqué la guerre. C'est complètement fou, ça. Donc des millions de personnes sont mortes dans les tranchées, etc. À cause, n'ayons pas peur des mots, à cause de des gens comme Rockefeller, comme JP Morgan et d'autres, qui, des années avant, se sont réunis secrètement sur une île et ont décidé de mettre en place ce stratagème qui leur permettait de justifier une reconstruction de ce système de banque centrale qui est complètement mafieux. Vincent, tu as tellement raison, mais si j'ose me permettre, ça c'est le côté, j'allais presque dire, analyse émotionnelle du truc. En fait, ce qui se cache là derrière, c'est le fait qu'on a toujours financé et blanchi l'argent par l'intermédiaire du complexe militaro-industriel. La guerre est le meilleur vecteur qui permette d'envoyer de l'argent à des organismes, à en tirer des rétrocessions. Pourquoi? Parce que c'est secret défense. Parce que ça n'est pas accessible ni aux journalistes, ni au public, ni à qui que ce soit. Il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de principe de tiers regard quant à la façon dont l'argent est utilisé sous le sceau du secret défense, de la sécurité nationale, etc. Donc, c'est complètement paradoxal. C'est de parler. C'est complètement. Il faut bien comprendre.
il faut faire la différence entre les deux. Il y a le côté mort d'un côté, atrocité générée par la guerre et tout ce que tu veux. Et là, on est tous d'accord. Puis ensuite, il y a les fondations de l'être humain. Quelles sont ses motivations réelles? Est-ce que des gens assis à New York, à Londres ou à Paris ont vraiment au centre de leurs préoccupations les morts qui tombent dans les tranchées? Bien évidemment, non. Ils ont comme préoccupation l'outil financier dont ils se servent pour assurer le pouvoir, comme on le voit en ce moment dans nos démocraties, dans nos démocraties néolibérales, si je peux les appeler comme ça. Et c'est le même phénomène aujourd'hui. Donc, que ce soit avant la Première Guerre mondiale ou dans le cadre de ce qu'on observe aujourd'hui par rapport à la fin de cette guerre en Ukraine qui a coûté plus d'1 million de morts, etc., les mécanismes sont strictement identiques. On a besoin d'agir sous couvert de secret défense pour pouvoir blanchir l'argent, extrait des contribuables. Et si j'ose me permettre encore une chose, tout ça vient d'une seule chose, c'est le fait qu'on a accepté, nous autres, citoyens, le peuple, le seul souverain, de payer de plus en plus d'impôts, soi-disant pour nous protéger. Parce que l'État nous dit nous protéger d'une guerre alors qu'il les déclenche, il nous dit nous protéger d'une maladie alors que c'est quasi programmé, les vaccins étaient programmés, oui. Tout ça est programmé, et tout est bon à extraire la valeur du travail des citoyens. C'est comme l'esclavagisme de la période des champs de coton aux États-Unis. Ouais. Le fouet a été remplacé par le cadre légal. Mais on ne te fouette plus. Tu n'auras pas de dégâts au niveau de ton intégrité physique, mais on a mis en place les règles qui permettent d'avoir accès plein et entier à la valeur de ton travail par les taxes directes, indirectes, par l'inflation, par la dette, par tout ce qui a été inventé par des financiers pour en arriver là. Mais c'est quand même incroyable parce que tu me dis de faire la différence entre l'émotionnel d'un côté et puis ce qui se passe concrètement sur le terrain. Sauf que l'émotionnel est aussi dans les décisions que prennent ces gens-là. Ouais. C'est exactement le même. C'est exactement le même. Alors, je suis pas psychiatre ni psychanalyste, mais les émotions régissent la vie humaine à tout niveau. Si ces gens-là se permettent, assis à un bureau, une table, de dire aux gens, écoutez, vous allez mourir pour qu'on se remplisse les poches, mais nous, ça nous concerne pas derrière si vous allez mourir, parce que de toute façon, on vous dira rien du pourquoi, du comment. Donc, à un moment donné, je pense qu'il va falloir que quand même ceux qui vont à la guerre, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui vont, qui décident des guerres comme en Ukraine ou comme ailleurs dans le monde, hein, tous les conflits qu'il y a eu, les soldats qui prennent le fusil et qui braquent le fusil sur le camp adverse devraient quand même s'interroger un peu plus sur le geste qu'ils font et de savoir d'où provient la décision d'aller loger une balle dans la tête de celui d'en face. C'est affreux. Parce que émotionnellement, tout est lié. Eux, ils ont une émotion très forte parce qu'ils peuvent se remplir les poches. Et puis nous, on a une émotion très forte parce que on a des parents, des enfants, des femmes, des vieillards ou des amis, hein, qui sont morts sur le front ou qui se sont fait oxyre pour satisfaire un besoin émotionnel maladif, parce que là c'est maladif, de gens qui sont eux assis à une table et puis qui décident de tout ça. Mon cher Vincent, la seule chose que je puis te dire, c'est que j'en pleure intérieurement tant je suis déchiré par ça. Mais tu dois comprendre une chose, c'est que l'impunité est le plus grand encouragement au crime. Et à partir du moment où les banquiers ou les politiques ou toute autre personne impliquée dans ces transactions n'a pas à répondre de ses actes car elle a une impunité, comme dans le cadre de la justice, le secret de procédure. Cette impunité, c'est le moteur de l'omerta, de la mafia sicilienne. Eh bien, tant qu'elle s'applique et qu'elle s'appliquera à nos gouvernements, nous ne sortirons jamais de ce cercle vicieux. Et ce qui était vrai pour le début de la Première Guerre mondiale est vrai aujourd'hui, dans le cadre des conflits actuels. Et tant qu'on ne ramène pas un principe de tiers regard pour rendre les gens accountable,
accountable, comment est-ce qu'on dit ça en français? En fait, responsables, tout simplement, de leurs actes par une transparence, un accès public à la façon dont est dépensé l'argent public, à tous les verdicts rendus par le système judiciaire, eh bien, nous ne sortirons pas de ce cercle vicieux. Encore une fois, l'impunité est le plus grand encouragement au crime. Et si ces gens-là savent qu'ils peuvent se doter de règles, certes légales, même si elles sont illégitimes, en fait, c'est totalement illégitime, mais c'est légal, eh bien, tant que ça reste légal, eh bien, ça sera utilisé par des gens de peu d'éthique, de peu de morale, appelle ça comme tu veux, mais nous n'en sortirons pas. Et c'est pour ça que les banques centrales sont complètement anticonstitutionnelles, car elles donnent à un tout petit nombre d'individus la possibilité de dominer, d'avoir contrôle de la valeur de ton argent. Et ton argent, c'est rien d'autre que l'énergie que tu as mis dans ton travail et que tu as reçu en récompense sous forme d'argent. Et cet argent, c'est ton énergie que tu peux stocker, utiliser dans 1 mois, dans 6 mois, dans 10 ans pour t'acheter des vêtements, une voiture, une maison, pour envoyer tes enfants et se faire éduquer, etc. Mais c'est de l'énergie. Et tant qu'on donne le contrôle absolu, cet accès illimité que les États se sont donnés à ton énergie, à la valeur de ton travail, justifie les comportements les plus amoraux, les plus ignobles, obscènes, que tu puisses observer. Et la seule voie hors de tout ça, c'est de rendre au seul souverain, le peuple, la capacité de tiers regard qu'il a sur les dépenses de l'État. Et dès que tu fais ça, tu responsabilises les gens qui sont en charge des finances, parce qu'il sera très difficile pour eux, si leur vrai visage est dévoilé, de vivre dans l'opprobre de leurs voisins proches qui auront vu la façon dont ils gèrent ton argent, exactement comme un juge. Un juge, s'il sait que chaque décision de justice est d'accès public dans les 4 jours suivant le verdict, eh bien, il ne prendra jamais le risque pour lui-même, pour ses proches, de rendre une décision de justice sur des bases d'intérêts financiers, d'intérêts politiques, d'intérêts du pouvoir. Parce que sinon, il devra vivre dans l'opprobre de ses concitoyens pendant des décennies. Et personne ne peut vivre de cette façon. Et c'est des phénomènes neurophysiologiques que j'ai expliqués dans un autre livre, que j'ai expliqué en partie dans mon livre 2024. Mais c'est en revenir, en fait, à ce qui a fait le succès des premières communautés humaines, à savoir que les premières communautés humaines ne dépassaient jamais 100 à 150 individus. Pourquoi? Parce que quand tu vis dans une communauté de 150 individus, tu connais tout le monde. Tu connais les parents, les enfants, les oncles, les tantes, les grands-parents. Tu connais le rôle de chacun et son apport à la communauté. Et chacun se valorise à travers ce qu'il apporte à la communauté. Donc, on doit retranscrire ce qui a fait le succès de notre espèce à l'intérieur des mécanismes financiers, économiques et en particulier des banques centrales d'aujourd'hui. Et c'est tellement facile à faire. Je me permets de me répéter, mais encore une fois, je l'ai écrit dans mon livre 2024, qui est gratuit sur mon site internet ou 24 francs sur Amazon. Enfin, excuse-moi, je me fais pas de la publicité. Non, mais écoute, il faut. Voilà. Moi, je l'ai lu le livre et puis c'est vrai que tu apportes beaucoup de détails, beaucoup d'explications. Personnellement, j'ai dû reprendre plusieurs fois certains passages pour bien comprendre ce que tu voulais en dire. Mais je trouve extraordinaire quand même que on puisse tout un chacun, les auditeurs qui nous écoutent ou le kidam dans la rue ou n'importe qui, puisse encore aujourd'hui ne pas s'élever, ne pas être scandalisé, ne pas crier au scandale publiquement, tout fort dans la rue, contre ce système-là. Oui. Parce que alors c'est vrai que quand on commence à parler chiffres, banques, etc., tout le monde te dit ah non mais moi ça m'intéresse pas, c'est trop compliqué, etc. Mais à quelque part c'est pas si compliqué que ça. Tu as tellement raison. C'est pas si compliqué que ça. En fait, c'est des gens qui volent, qui spolient le fruit du travail des populations pour leur unique profit.
Et chaque fois, alors ils ont adapté des plans comptables, des histoires de comptabilité, on met ça dans tel compte et dans tel compte et dans tel compte. Alors je dis pas que c'est pas inutile, hein, mais à un moment donné, quand tout un chacun fait sa transaction pour aller acheter un kilo de pain ou pour aller acheter un litre de lait, je m'excuse, mais le système est le même que si vous achetiez une maison, un bateau ou n'importe quel autre objet. Mais bien sûr. Le système est le même. Et alors, comment se fait-il que on ait réussi à complexifier autant à l'heure actuelle toute cette espèce de, alors que ce fonctionnement est basique, hein, si on regarde l'histoire entre guillemets des monnaies et de la finance, comment se fait-il qu'aujourd'hui, quand vous posez des questions, on vous répond ah non mais de toute façon Monsieur Vermeil, vous n'y connaissez rien, et puis c'est tellement complexe, il faut laisser ça aux professionnels. À un moment donné, je me dis mais non. Vous allez m'expliquer pourquoi dans votre comptabilité l'année précédente, et je parle d'un exemple concret, hein, puisque dans le concret, dans la commune où j'habite, on reçoit un bulletin communal qui explique un peu les chiffres de la commune. Et puis une année, je constate qu'il y a 1 million et quelques francs en cash, hein, sur les comptes en banque de la commune. Et puis l'année d'après, ils ont changé le système comptable. Et puis ce million de francs a disparu. Donc c'est comme si la commune, aux yeux des habitants, avait plus de pognon, entre guillemets. Absolument. Et tout ça, c'est par le truchement de comptabilité analytique qui leur permet de magouiller, de maquiller en fait ça et de faire croire aux gens que les caisses sont toujours vides et il y a toujours plus besoin d'argent, toujours plus besoin. Mais moi, je sais pas, mais moi, je serais les gens, surtout en rapport. Alors, tu vas me dire que je suis trop encore dans l'émotionnel, mais en rapport à tous les dégâts socio-économiques que ça produit. Et je veux sans parler nécessairement des guerres et des millions de morts. Hein. Pour l'Ukraine, là, d'après les chiffres qui ont été piratés, entre guillemets piratés, mais ils sont sortis par le biais de la Russie, on est à plus d'1,7 million morts du côté ukrainien. C'est monstrueux, donc c'est bien notre. Donc imaginez le nombre de familles, détruites pour simplement quelques individus qui, eux, ont le cul vissé sur une chaise. Et en plus, aujourd'hui, on en a des preuves, hein, ne veulent pas la paix et veulent continuer à s'envoyer des scuds sur la gueule. C'est complètement fou. Fou. Mais Vincent, si je peux me permettre, on dit toujours que si tu ne t'occupes pas de politique, la politique s'occupera de toi. Et je pense que c'est fondamentalement vrai. On a complexifié les règles légales et constitutionnelles pour les faire passer d'une demi-page dans le cadre de l'acte constitutif de la Suisse, le pacte du Grütli en 1291, à une constitution qui aujourd'hui fait plus de 340 pages, qui autorise à peu près tout et son contraire. Ah oui, on a même mis quelque chose qui est complètement fou, et j'ai halluciné de lire ça dans la Constitution, figurez-vous, qu'il y a même la RPLP, la loi pour le transit des poids lourds. Ouais. C'est complètement dingue, elle est dans la Constitution. Non, mais dans la Constitution, tu vas trouver l'horaire des cinémas, l'horaire des restaurants, l'horaire. Ils ont complexifié pour éviter d'y mettre les valeurs fondamentales que des citoyens ont choisies pour vivre ensemble, pour harmoniser notre vie collaborative, pour échanger des connaissances, des biens et des services. C'est une monstruosité. Une constitution doit faire 12 pages, elle doit être compréhensible d'un enfant de 7 à 10 ans dès qu'il sait lire et écrire. Elle ne contient pas de règles légales, elle contient les valeurs que nous avons choisi d'observer pour nous donner une vie collaborative, une vie d'être humain. Je dirais plutôt coopérative, mais ne faut pas s'acharner sur les termes. Et c'est un état de fait. Aujourd'hui, le système a été complexifié pour que ceux qui en tiennent les rênes puissent faire tout et son contraire. En France, en Suisse, on a près de 30 000 pages maintenant de code des obligations, code pénal, 58 000. code civil. 58 000 pages.
Oui, ben voilà, 58 000 pages. tu me corriges. Donc, Ouais. tu vois, 58 ça 000 évolue pages tout le temps. qui sont là pour te dire que tout ce que tu dois faire et surtout ne pas faire, et pour qu'à chaque coin de rue, hein, pour être proche Oui, des gens, oui. à chaque coin de rue, tu te chopes une amende, une taxe, etc. Alors, on va revenir au présent, si tu me permets, Pascal, on va revenir au présent. Hein. Voilà. Comment tout ce système continue et peut continuer de spolier. Hein. Parce que si on prend par exemple la crise de 2008, on a la Fed, donc on a expliqué sa création au début des années 1900, et puis on a la Banque des règlements internationaux qui est à Bâle, d'accord, qui est la banque des banques, hein, et puis qui sauve des grosses banques avec des milliards et des milliards d'assouplissement, c'est-à-dire d'impression d'argent. Hein. Et puis, alors ils disent, donc l'État hein, et les banques nous disent, non, et la FINMA nous a dit, hein, donc en Suisse, la FINMA, c'est l'organe qui contrôle normalement les banques. Hein. Donc l'organe étatique. L'autorité de surveillance. Voilà, absolument. exactement. Alors ils nous ont tous dit, c'était pour éviter l'effondrement. Hein. Mais derrière, si on gratte un peu, eh bien, on constate que les élites, encore une fois, donc le petit groupe de personnes, Rockefeller, Rothschild, Morgan et compagnie, d'accord, qui sont inscrits et tous vachement attachés à on va dire à la mangeoire de Wall Street, hein, eh bien, en fait, leur a permis de capter, notamment avec la crise de 2008, entre 60 et 65% des richesses, d'accord, qui étaient créées, alors qu'en même temps, d'accord, les populations, à cause de cette crise, subissaient une inflation et en plus du chômage, etc., et perdaient tout, pratiquement. D'accord. Alors, en exemple concret, hein, parce qu'on a dit qu'on était par rapport à nos auditeurs dans le concret, eh bien, en Grèce, la dette forcée par le FMI, donc le Fonds monétaire international, qui est lui lié, le Fonds monétaire international, à la banque, donc des règlements internationaux, à la BIS en anglais, d'accord, mène à des suicides et à la pauvreté, d'accord, avec de la coercition donc légalisée, d'accord, notamment des sanctions aussi, comme autre exemple, contre la Russie. Hein, là, on est un peu plus proche de nous de 2025. On est en 2022 où, par exemple, la Russie a été exclue du système bancaire SWIFT qui appartient, encore une fois là, à la BIS. D'accord. Donc, ça a permis de faire exploser pour nous en Europe et partout un peu dans le monde le coût de l'énergie, d'accord. Et puis derrière, et ça permet encore aujourd'hui, à l'heure où on se parle, où on fait cette émission en direct, d'enrichir les entreprises, alors notamment les entreprises d'armes, hein, qu'elles soient américaines, israéliennes ou ailleurs dans le monde, d'accord. Et derrière, après blanchissement fiscaux, eh bien cette élite qui est, comme je l'ai dit, hein, alors j'ai cité des noms de famille, Morgan, Rockefeller, Rothschild, mais ces entreprises-là, ces gens-là, ces familles-là ont des sociétés, notamment une société qui n'a pas d'actionnaire mais qui s'appelle Vanguard, qui est aux mains de ces familles-là. Et puis on a aussi BlackRock, et puis on a toutes les sociétés en stit et tout qui, notamment maintenant, gèrent par exemple le fonds AVS des Suisses. Alors, c'est quand même étonnant. Moi, je sais pas. Ils ont imposé aux gens de plus en plus de réglementations à tout niveau, en commençant par les petites banques hein, qu'on avait dans nos villages, en leur disant, vous devez imposer ceci et cela à vos clients. Mais maintenant, ils sont en train d'imposer aussi non seulement des normes techniques au niveau économique, mais aussi des normes morales. Alors, c'est-à-dire que c'est pas bien de manger de la viande, c'est pas bien de prendre un bain trop chaud, c'est pas bien de faire trop de kilomètres avec sa voiture, etc. Ça vient aussi des banques. Alors, ils appellent ça pour faire bien, ils appellent ça leur groupe de réglementation morale, ils appellent ça les ESG, d'accord? Et puis, ça a commencé vraiment à être imposé à tout le monde au moment de la crise du Covid. Alors, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Pascal, de toutes ces normes. Est-ce que ça a vraiment un rapport direct avec l'économie de ce que vit le kidam moyen, la population, de manière générale? Alors, merci pour ta question. Tu soulèves plusieurs problèmes successifs. Il est bien évident que je commencerai par te répondre par une chose toute simple. C'est que si qui que ce soit te demande de le protéger, de te payer, que tu le payes pour te protéger, fuis. C'est qu'il est mal intentionné.
tu es tout à fait capable de te protéger toi-même, de gérer ta vie, l'éducation de tes enfants, ce que tu achètes, la façon dont tu te nourris. On a fait ça depuis X millions d'années d'évolution de l'espèce et on s'en est plutôt bien sorti. Donc, si quelqu'un, comme un État par exemple, te dit « paye-moi pour que je te protège », c'est le business model de la mafia, de l'omerta, comme j'en ai déjà parlé, et tu dois fuir, tu dois éliminer cet individu de ta vie. Maintenant, je vais quand même revenir sur plusieurs choses dont tu me parles ici. Tu me parles de la crise de 2008 et de ce qu'on appelle le quantitative easing, c'est-à-dire pour éviter que le système s'effondre, en effet, on rend flou les gens qui ont perdu de l'argent en excès, la plupart du temps des banques commerciales qui ont soit titrisé des produits financiers, soit prêté de l'argent de façon inconsidérée à des gens qui n'étaient pas capables de le rembourser. Et le quantitative easing, c'est en fait des copains qui se grignotent la biscotte entre amis. Excuse-moi l'expression, mais c'est à peu près ça. En ce sens que, oui, une crise va provoquer un effondrement bancaire global, mais comme les politiques ne comprennent rien à l'économie et encore moins à la finance, ils se font enfariner la face par des financiers qui leur font peur à leur tour, en leur expliquant que le système bancaire va s'effondrer, que ce sera le chaos social, que ceci et que cela. Et les braves politiques acceptent ce narratif complètement absurde et qui ne fait que sauver des individus qui s'enrichissent de façon obscène pendant les périodes des subprimes, pendant la bulle des TMT, pendant ceci et cela. Pendant le Covid. Pendant le Covid. Oui. Et attends, mais pendant le Covid, alors, puisque tu le mentionnes, laisse-moi citer une chose. Pendant le Covid, on a vu qu'il y a eu un premier crash boursier, mais pas trop important. Et immédiatement, la Fed a produit de l'argent qui, par l'intermédiaire du Trésor américain, de Vanguard, de BlackRock, de toute une série d'investisseurs professionnels, rachetait les titres de façon systématique quand le marché s'effondrait, et dès que le marché reprenait, downloadait, c'est-à-dire se dégageaient de leur position, prenant au passage un petit bénéfice. Le but n'était pas tellement de prendre un bénéfice, ces gens-là sont déjà riches à milliards, comme tu peux bien l'imaginer. Non, le but était véritablement de nationaliser toute une série d'entreprises privées. Parce que tu peux bien imaginer que quand on utilise les aléas, les pics à la hausse et à la baisse du marché pour acheter ou vendre avec un accès à l'argent illimité, puisque c'est la Banque fédérale qui produit l'argent, et de nos jours, elle n'a même pas à faire tourner la planche à billets, hein, c'est un clavier, enter, et voilà que je t'envoie les milliards. Et par le Trésor américain, qui donnait l'argent aux traders professionnels pour que ceux-ci achètent pour le compte du Trésor les titres privés et effectivement créer une forme de nationalisation des titres pour que le gouvernement puisse prendre le contrôle à terme des sociétés qui n'agissent pas dans le sens du pouvoir. Donc, tu vois, le niveau d'imbrication, le machiavélisme qu'il y a là derrière. Parce qu'on a de l'idéologie. On a de l'idéologie derrière tout ça. On a une idéologie qui est imposée à la population. Alors, est-ce qu'elle est imposée ou est-ce qu'elle est acceptée par la population? C'est ce que je viens de te dire. Si tu ne t'occupes pas de politique, la politique s'occupera de toi. Alors moi, tant qu'on a des citoyens qui ne s'impliquent pas et qui ne sont pas d'accord de, j'allais dire, réécrire la Constitution, réécrire le cadre légal, eh bien, il est quand même normal que des individus qui peuvent en profiter, en profitent. Pourquoi? Parce que la plupart de ces politiques et banquiers et financiers sont beaucoup plus enchaînés à leur propre système que toi, tu ne l'es, en ce sens que s'ils ne l'exploitent pas pour tout ce qu'il peut leur offrir, d'autres prendront leur place et récupéreront ces règles inaptes à protéger le citoyen, le seul souverain, le peuple, et s'en serviront à leur tour. Donc, ça veut dire que tant qu'on n'a pas des règles toutes simples, des règles constitutionnelles et légales qui marquent les limites
dans lesquelles ces gens-là peuvent se mouvoir, eh bien, c'est game over pour le citoyen, c'est game over pour le peuple. Donc, la seule solution, c'est de réécrire le cadre légal et les constitutions avec des règles ultra simples qui définissent les limites jusqu'où peuvent aller trop loin les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ouais. Et tant qu'on ne le fait pas, il est normal qu'ils abusent de la situation. On avait des règles dans le texte constitutionnel, dans le pacte constitutionnel de 1291. C'est un pacte constitutionnel, même si certains veulent dire que non. Si, c'est un pacte constitutionnel. Eh bien, les règles étaient très bien... Oui, mais constitutionnel quand même, puisqu'ils réunissaient plusieurs vallées dans un même but. À partir de ce moment-là, eh bien, quand on lit ce texte et quand on prend la peine de bien lire et comprendre, on constate que de manière très simple, notamment par rapport aux juges étrangers, il était exclu que des juges étrangers dans ces trois vallées-là viennent fourrer leur nez. Et puis c'était marqué de manière, il n'y avait pas besoin de 58 000 pages, c'était marqué de manière très claire et très précise. Et puis en plus de ça, ce que je trouve lamentable moi par rapport à ce texte, c'est que normalement il aurait dû perdurer, d'après la volonté de ceux qui l'ont écrit, jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, pas du tout, puisqu'on l'a mis de côté en disant que c'était une espèce de mythe fondateur, et ce qui est complètement faux, quoi. Enfin, voilà, on est dans un délire. Moi, je t'écoute parler et donner des explications. J'espère que les auditeurs qui nous écoutent comprennent bien ce que tu as expliqué. C'est complètement fou. On est dans une espèce de cercle mafieux où des gens qu'on n'a pas élus tirent les ficelles pour se remplir de manière maladive, parce que moi j'appelle ça maladif, à un moment donné ça devient psychiatrique, psychopathologique ou je sais pas quoi, mais se remplir les poches alors qu'ils n'auraient jamais, pour on va dire des centaines et des centaines de générations, assez de possibilités de dépenser l'argent qu'ils ont spolié aux autres. C'est complètement fou. Et en plus de ça, ces gens-là continuent de manière purement scandaleuse et basée sur rien du tout à faire fonctionner, alors maintenant peut-être un peu à moindre mesure, mais à faire fonctionner la machine à billets ou plutôt le clavier, maintenant le clavier électronique qui leur permet en quelques clics, comme tu as dit avant, de créer des millions ou des milliards et de décider quel petit copain va avoir droit à son crédit pour avoir sa villa avec piscine de 200 mètres cubes, et puis quel petit, on va dire, petit propriétaire, lui, va se faire saisir son bien parce qu'on va augmenter le taux d'intérêt de son hypothèque et qu'il ne pourra pas la payer parce qu'en fait, sa maison intéresse un autre petit copain qui pourra l'avoir, parce qu'elle sera vendue aux enchères, qui pourra l'avoir à moindre coût. En gros, c'est un peu ce qui se passe maintenant. On a des exemples concrets au niveau suisse. Moi, j'en ai parlé plusieurs fois dans le cadre de différentes émissions sur la radio, où des gens perdent leur maison parce que la banque a décidé que payait pas assez d'intérêts. Alors, on augmente les intérêts, les gens n'arrivent plus à payer, et puis se retrouvent à devoir... la maison est saisie, et ils se retrouvent à la rue. Voilà. Et puis derrière, on apprend que cette maison a été vendue par une société XY, a été achetée par une société XY, achetée aux enchères, et ça profite à quelqu'un d'autre qui lui n'avait peut-être pas nécessairement besoin de cette maison, mais il l'a acheté et puis il la loue le triple de ce que payait l'autre avant. Et puis voilà. Et ça, c'est dégueulasse. Mon cher Vincent, c'est deux poids, deux mesures. Et je te rappelle que les seules civilisations et systèmes de gouvernance qui ont un futur sont ceux dans lesquels nous sommes tous égaux devant la loi, devant la Constitution, devant la valeur de l'argent et devant la fiscalité. Et j'ai moi-même été victime, enfin plus ou moins victime de ce que tu décris. Quelque part, je l'ai bien cherché aussi pour me mettre dans la position dans laquelle je suis aujourd'hui. Mais les vidéos ont été bien sûr censurées car j'ai décrit le tout dans une série de vidéos qui s'appelle la saga Sagarmatha et que tu trouveras bien sûr sur mon site internet, puisque sur le site internet, ça n'a pas pu être censuré. Ça a été censuré en Suisse, mais pas aux États-Unis, pas en Angleterre, pas en France, pas en Italie.
paradoxalement. Mais c'est juste pour illustrer que même la Suisse, qui est censée être un Éden de liberté d'expression, de liberté économique, de liberté de tout ce que tu veux, une démocratie directe, aujourd'hui, ça n'est qu'un bluff. Mais ce que tu dis, oui, est une monstruosité. On doit revenir à une équité de traitement et je pense que le cadre légal y est véritablement pour quelque chose. Tu parles de tous ces gens qui, encore une fois, se grignotent la biscotte entre copains. Ils se sont dotés d'un cadre légal et un cadre constitutionnel dans lequel il t'est interdit de comprendre la loi. Donc, de nul n'est censé ignorer la loi, c'est devenu nul n'a le droit de comprendre la loi. Et c'est une véritable monstruosité, mais c'est comme ça qu'ils s'abritent derrière des règles qui, bien qu'illégitimes, sont légales. Et tant que le peuple accepte ça, tant que le peuple ne réagit pas, tant qu'on lui donne du pain et des jeux, eh bien, il se rend même plus compte de quoi que ce soit. Il se dit, j'avais une conversation pas plus tard qu'aujourd'hui, avec des gens qui me disent, ah, mais comme on est bien en Suisse, quand même, on est tellement mieux qu'ailleurs et autres, etc. Oui, mais on copie toutes les erreurs de nos voisins. Alors, je répondais, oui, mais est-ce que tu es heureux que la Suisse ait perdu sa neutralité? Est-ce que tu es heureux qu'on puisse saisir des actifs de ressortissants étrangers dans des banques suisses en dérogation totale du cadre légal et constitutionnel, ce qui veut dire que la Suisse n'est plus un État de droit. Ça n'est plus une démocratie constitutionnelle, puisque les politiques et un certain nombre de personnes qui sont dans la position stratégique de le faire peuvent aller outre la Constitution, aller outre le cadre légal, en toute impunité. Et finalement, mon cher Vincent, ça dépend toujours des montants qui sont en jeu. À partir du moment où quelques milliards sont en jeu, tout est politique. Et c'est pour ça que je te dis, on doit revenir à des constitutions. Tu me cites la constitution de 1291. Je rappelle quand même, c'est l'acte fondateur de la Suisse qui a donné une démocratie, entre guillemets, à la Suisse un demi-millénaire avant nos amis français. Quand les Français fêtent leur bicentenaire, nous, on fête notre septcentenaire. Et aujourd'hui, on a un tel mépris pour l'héritage de nos ancêtres. Mais c'est de la science-fiction. Comment est-ce qu'on peut laisser faire une chose pareille? Et tant que le citoyen ne s'implique pas, eh ben, ça va jamais fonctionner. Le problème est que dès l'école, on biaise l'éducation des jeunes enfants. D'abord, on a forcé les parents à ne plus éduquer leurs enfants. Les parents sont tenus de laisser leurs enfants à 8 heures du matin au programme d'éducation étatique avant de les récupérer à 5 heures le soir. Mais c'est une monstruosité, donc on leur apprend l'arithmétique, l'orthographe, ok, mais la première chose qu'on devrait leur apprendre, c'est les valeurs sur lesquelles nos civilisations fonctionnent, les valeurs qui régissent nos interactions les uns avec les autres. Alors je ne vais pas entrer dans de la philosophie ou dans... Non, on va essayer de rester un peu dans le sujet. Oui. Mais c'est vrai qu'on pourrait passer des heures à aborder tous ces petits points parce que, comme je le dis très souvent, tout est lié. C'est-à-dire cette histoire de banque qu'on essaye de décortiquer, de système financier, etc., qu'on essaye de décortiquer, de vulgariser, eh bien, il est lié justement à tout ce que tu viens d'expliquer, de décrire au niveau de l'éducation des enfants, et puis ou de la perte d'éducation des enfants. Exact. Et tout ça, c'est lié point par point. Mais si on reprend alors de manière plus concrète ce qui se passe aujourd'hui, donc on a ces fameuses normes qui ont été imposées par la Banque de règlements internationaux, donc la BIS en anglais, qui ont été poussées en plus de ça par le Forum économique mondial. Bien sûr. Parce qu'encore une fois, c'est lié. C'est complètement fou. Donc, on a la Banque des règlements internationaux qui, avec l'aide du Forum économique mondial, ou peut-être sur les ordres du Forum économique mondial, ça, j'ai pas les preuves et les détails, mais bon,
ces deux entités-là forcent les entreprises à se mettre au vert, entre guillemets, hein, et puis avec des histoires climatiques, hein, sous peine de sanctions financières. Et on a encore une fois, pour parler de choses concrètes, parce que les gens vont dire non, mais ce que vous racontez, c'est des bêtises. Non. Je vais vous donner des exemples concrets de ce que provoque cette imposition de normes au niveau des sociétés. Je prends par exemple Jaguar. Jaguar, il y a une année à peu près, ou une année et demie, a dû produire une publicité un peu bizarre, un peu woke, où ils essayaient donc de nous faire passer des drag queens pour acheter des Jaguars. Eh bien, comme cette publicité touchait une minorité minoritaire de la population mondiale, il est arrivé ce qui devait arriver. La publicité n'a pas porté ses fruits. Mais ils ont été obligés de la faire parce que derrière, eh bien, justement, ils doivent se plier pour toucher du cash, entre guillemets, ils doivent se plier à ces normes-là. Ouais. Donc, si vous ne faites pas de publicité, si vous ne soutenez pas le mouvement, alors je vulgarise, je simplifie au maximum, hein, mais en fait, en gros, c'est que si vous voulez exister financièrement par rapport à des grosses sociétés ou même certaines PME, hein, eh bien, vous devez accepter les normes imposées par les banques, qui, elles, je le rappelle, ne sont pas élues. Hein, mais qui vous demande non, alors monsieur ou madame, vous avez une entreprise, vous voulez du cash, vous voulez du crédit pour étendre votre entreprise, ou bien peut-être même simplement pour payer les salaires, eh bien, vous allez être obligé, messieurs, dames, de faire une publicité woke, parce que c'est dans le temps, et vous êtes obligé de promouvoir aussi la crise climatique dans vos publicités, etc. Autrement, vous n'avez plus droit de l'argent, vous n'avez plus droit à un financement. C'est quand même assez incroyable de constater que tous ces gens-là, liés entre eux, commencent de manière non élue à décider qui a le droit d'être financé et qui n'a pas le droit d'être financé. C'est complètement fou, alors que ça devrait être basé simplement, c'est ce que tu m'expliquais l'autre jour quand on a discuté un peu par rapport à cette émission, alors que normalement on devrait se baser simplement, ces banques devraient se baser simplement sur les capacités réelles et concrètes dans le temps pour ces entreprises de financer leurs projets. Oui, de rembourser l'argent Exactement. emprunté. Mais si je peux me permettre, Vincent, encore une fois, comme le disaient deux superbes politiciens français, Jacques Chirac et François Mitterrand, ils ont repris chacun, plus c'est gros, plus ça passe. Et finalement, on n'est pas dans un système où les gens analysent de façon cartésienne ou rationnelle ce qui est en train de se passer. On est dans un système de dogmatisme pur et dur. Et quand on peut arriver avec une explication simple pour justifier, par exemple, les taxes monstrueuses qu'on te prend sur l'énergie, par exemple, en t'expliquant que c'est le CO2 qui est responsable du réchauffement climatique et dès lors, on va te prendre 800% de marge sur l'énergie que tu consommes, eh bien, la plupart des gens acquiescent. Alors même que le CO2, certes, est responsable d'une partie du réchauffement climatique, mais il est surtout le premier maillon moléculaire de la chaîne de la vie. Tous les atomes de carbone qui sont au centre de chacune de tes molécules viennent exclusivement du CO2 qui, récolté par la photosynthèse, est mis à disposition de la vie biologique sur cette planète, que ce soit pour les fongiques, les plantes ou la vie animale. Ça produit de l'oxygène. Donc, on te fait passer un truc. Donc, le moteur est toujours un moteur financier. Et les mécanismes qu'il y a là derrière sont toujours d'une extraordinaire simplicité. Et finalement, ça revient à dire, comme tout bon investigateur, à qui profite le crime. Et si on peut tracer les flux financiers, on est à peu près sûr de retrouver chaque fois le coupable et de pouvoir démanteler les actions qui conduisent à ce que tu décris, qui conduisent à la misère, à la guerre, aux morts, aux 1 700 000 morts dont tu parles il y a un instant. Mais pour cela, il faut ramener une transparence au niveau des organismes financiers. Et en particulier, je donne tout le temps l'exemple des organisations gouvernementales. Beaucoup d'entre nous les appellent encore des organisations non gouvernementales, des ONG.
des NGOs, comme on les appelle en anglais. Mais en fait, ce sont des GOs, des governmental organizations, des organisations purement gouvernementales. Alors je m'excuse, là-dessus je vais revenir parce que en Suisse, on a quelque chose qui est très très spécial au niveau des textes de loi et j'invite les gens, encore une fois, je vous raconte pas des bêtises ou des bobards ou des mensonges, les choses sont écrites sur le site de la Confédération. Vous allez voir comment sont décrits, par exemple, les autorisations, on va dire, faites par rapport notamment au World Economic Forum ou à Gavi ou à l'OMS ou à d'autres ONG justement, et eux ils ont trouvé une phrase très simple pour expliciter ça et faire accepter à la population que ces entreprises-là qui sont privées au départ aient des prérogatives diplomatiques, c'est-à-dire qu'on puisse pas les attaquer sur plein de choses importantes, d'accord ? Eh bien, ils appellent ça des organisations presque. Je dis bien le mot presque parce que ça figure dans les textes sur le site de la Confédération. Alors maintenant, le truc qui va me faire rigoler, c'est que j'en parle à l'antenne. Peut-être que dans une semaine, ces textes auront changé parce que dans les explicatifs, par exemple, pour avoir les documents diplomatiques, etc., ou les passe-droits, notamment pour les membres de la famille de ces différentes entreprises, donc du personnel, eh bien, c'est marqué, ah non, mais c'est pour les organisations presque gouvernementales. Ouais. Et ça, c'est incroyable parce qu'on est en train de dévoyer le sens du droit, le droit devient courbe. On est en train de courber le droit. Oui, bien sûr. Mais parce que soit on est gouvernemental, soit on ne l'est pas, et point final. Il ne faut pas essayer de... Ah non, mais c'est presque c'est presque un crime, c'est presque du vol, c'est presque... Mais là, on est en train de... C'est presque du viol. Il y avait une histoire qui avait décrié la chronique où... ah non, mais alors si le viol dure moins de 30 secondes, c'est pas un viol, c'est presque du viol. C'est absolument fou, absolument dingue, et il faut que les gens prennent conscience qu'on a une majorité, entre guillemets, d'élus qui se permettent d'accepter dans les parlements, de légiférer, ou des commissions, donc tous ces gens-là font partie de commissions, etc., et qui se permettent d'accepter ce genre de choses. C'est complètement fou d'en arriver à ce niveau-là. Et pour continuer dans le sujet, parce que je vois que le temps file, on a déjà passé l'heure. Depuis 43 secondes, on a dépassé l'heure. Alors pour avancer dans l'émission, pour l'avenir, est-ce que on nous parle maintenant des monnaies numériques de la banque centrale, des banques centrales qui arrivent, d'accord ? Et puis qui seraient, alors il y a toujours des sales langues qui disent oui, mais le problème c'est que cette monnaie numérique, d'accord, émise par les banques centrales, elle risque d'être programmable pour punir les mauvais achats qui produisent par exemple trop de carbone, etc. Alors, on nous sert encore ça, donc l'État nous dit non, mais c'est pour l'efficacité, et puis c'est pour sauver la planète, d'accord ? Mais en fait, si on va gratter derrière tout ça, est-ce que ça ne serait pas plutôt pour un contrôle total par ces entreprises non élues, notamment, je pense à la Banque des règlements internationaux, au World Economic Forum, ou à d'autres comme BlackRock ou comme Vanguard, d'accord ? Est-ce que ce ne serait pas, encore une fois, pour se remplir les poches, spoliant au passage un peu plus la liberté des gens? Mais mon cher Vincent, c'est évident. En fait, c'est pour mettre sous contrôle des gens comme toi et moi. Parce que nous-mêmes avons non pas capacité d'analyse, mais une forme d'honnêteté intellectuelle qui nous permettent de faire les liens et de nous dégager des conclusions selon notre ressenti, parce que nous avons confiance dans les conclusions que nous sommes capables de tirer, même d'une donnée incomplète, de données incomplètes. Il est évident que l'avènement des monnaies électroniques, dans un premier temps, va correspondre à un contrôle accru des populations. Et si quelqu'un se comporte selon un score social qui ne plaît pas à ton gouvernement, qui ne plaît pas à ta dictature, il sera capable d'éviter que tu puisses faire le plein d'essence de ta voiture, ou que tu puisses aller au cinéma, ou aller au restaurant. Il aura un contrôle total. Mais non, Pascal, arrête, t'es complotiste. Voilà, tu fantasmes, Pascal, tu fantasmes. Alors, Vincent,
Je suis pas complotiste. Mais non, non, Pascal, c'est pour sa liberté, c'est pour ta sécurité, Pascal. C'est pour sauver la planète, Pascal. C'est pour sauver la planète. Nous devons sauver la planète. Prenez des douches à deux, etc. Ouais, c'est vraiment du foutage de gueule fédéral. C'est monstrueux. C'est assez incroyable. Alors, on arrive gentiment à la fin de ce premier épisode. Et il y en aura d'autres. Hein. J'espère que cet épisode en compagnie de Pascal Borel vous a plu. Hein. Et puis dans le prochain épisode, on parlera des BRICS. Parce que justement, comme je dis, tout est lié. Alors, on abordera ce changement de paradigme un peu économique avec Pascal. Et puis, alors, c'est un peu pour faire du teasing que je vous dis ça. On ne va pas en dire plus aujourd'hui. Je vais rappeler que Pascal, lui, est en vadrouille. Notamment, je pense que le week-end prochain, il sera à Annecy, dans la région d'Annecy, pour parler de son livre et puis rencontrer ceux qui sont à l'origine d'avoir une Savoie libre. Absolument. Parce que là aussi, à l'origine de la réécriture de la Constitution savoyenne. Voilà. Des gens exceptionnels que j'ai eu la chance de rencontrer il y a près d'un mois maintenant et qui font preuve d'un engagement humain, mais aussi économique, avec une volonté de faire ce qui est dans l'intérêt du plus grand nombre que j'ai rarement vu ailleurs jusqu'ici. Je les en félicite. Alors moi, je vais lancer un appel. On en a parlé un peu lors de notre téléphone ce matin pour savoir techniquement comment on se mettait en place. Je vais lancer un appel à nos auditeurs. J'aimerais pouvoir, s'il y a des Suisses qui ont décidé de te rejoindre ou de te suivre à Annecy, eh bien, parce que moi j'ai quelques problèmes pour me déplacer. Alors, j'aurais aimé savoir si, à la limite, quelqu'un qui nous écoute irait le week-end prochain, c'est-à-dire, je crois, jeudi ou vendredi prochain, sur Annecy. Oui. Eh bien, qu'il me fasse signe, parce que ce qu'on pourrait faire, un truc un peu fou, c'est l'émission le vendredi soir en direct et en public depuis Annecy. Je pense que ce serait sympa de faire partager à nos auditeurs ce qui se passe aussi ailleurs en francophonie et notamment de pouvoir faire découvrir aux gens qu'est-ce que c'est que cette volonté d'avoir cette Savoie libre et de réécrire justement la constitution savoyarde ou savoyenne, je ne sais plus comment on dit. Savoyenne, oui. Savoyenne, voilà. Savoisienne, voilà. Oh là là. Et voilà, donc si quelqu'un écoute ça et puis dit tiens, je viendrais bien, j'irais bien à Annecy, j'ai les moyens de me déplacer. Moi, je suis dans la région du Vuilly. Entre trois lacs, entre le lac de Morat, de Neuchâtel et de Bienne. Alors, si quelqu'un a décidé d'aller écouter ce rendez-vous qu'a donné Pascal Borel à nos amis français, savoyards, eh bien, faites-moi signe. Et puis, si on peut s'organiser pour le déplacement, ce serait sympa. Et on ferait à ce moment-là cette émission en direct depuis la Savoie, pourquoi pas. Voilà. Magnifique. Oui, c'est une très belle initiative. Hein. Et je pense qu'on aura un grand succès. On a rendez-vous, on fait une marche constitutionnelle dès 14 heures. On sera de retour aux alentours de 17 heures. Et là, l'interaction sera complète avec tous les membres de la future constitution savoisienne. Et je me réjouis d'ores et déjà parce que animer une émission radio avec toi, Vincent, je sens qu'on aura du répondant. Nos amis français sont vraiment, en termes de leur analyse, de leur engagement, de ce qu'ils sont, des personnes de valeur. Avant tout, c'est des êtres humains, et puis je pense que la parole doit être donnée à tous les êtres humains qui veulent l'apprendre, bien sûr, dans le respect de tout un chacun. Dans le respect de la charte de la radio, que j'invite les auditeurs à aller découvrir sur le site Électron Libre. Et puis, alors, je vais te laisser la parole, Pascal, pour faire un peu, on va dire, ta publicité sur tes livres ou autres dont tu as envie. Vincent, je te remercie, mais je vais être très court. En fait, moi j'ai écrit 2024, il m'a fallu 4 ans d'isolement littéralement. J'ai écrit 2024 qui est en fait un ouvrage consacré à comment redonner leur force à nos systèmes donc démocratiques au service du seul souverain, le peuple. J'ai travaillé avec des gens de Suisse, de France, d'Angleterre, des États-Unis, du Brésil, du Japon, etc.
Et donc, j'ai mis en point une feuille de route qui permet de façon inéluctable de proposer à nos hommes politiques un modèle supérieur qui leur redonnera la fierté du service public, la fierté d'entrer dans les livres d'histoire, non pas comme les collabos du système actuel, mais comme les résistants qui auront redonné leur pleine liberté aux citoyens, leur souveraineté au peuple. Et je vous garantis que les résultats de ce que je vous propose dans mon livre 2024 sont absolument, comme je viens de dire, inéluctables, garantis. Donc, allez sur le site www.4vet24.com. Tous les textes sont gratuits. Si vous préférez la version papier que je montre à l'écran en ce moment, n'hésitez pas, c'est 24 €, c'est 24 francs suisses. Mais faites ce travail, ne restez pas inactifs, engagez-vous, soyez actifs, que ce soit dans la marche à nos côtés, que ce soit dans la lecture, un stylo à la main, en soulignant les passages qui correspondent à votre situation spécifique et en vous donnant une géométrie de l'esprit véritablement qui vous donnera l'impulsion, la logique nécessaire à redonner encore une fois à nos systèmes de gouvernance leur force pleine et entière au service du seul souverain, le peuple. Exactement. Voilà. Exactement. Il y a des actions simples à faire, notamment informez-vous, renseignez-vous, interrogez-vous à tous les niveaux, notamment je pense aux lois, parce qu'on a pas mal parlé aussi de lois aujourd'hui qui ont été, entre guillemets, des choses qui sont pas justes mais qui ont été légalisées. Donc informez-vous sur vos lois, au niveau local, au niveau régional, au niveau même international. Et puis si vous avez des questions, parce que le groupe Telegram, lui, il reste toujours ouvert, donc si vous avez des questions, rejoignez le groupe Telegram de la radio, donc électron libre en un mot, électron pluriel libre en un mot, sur Telegram. Et puis il y a un sujet, c'est le grand vol émission, le grand vol invisible, pour poser vos questions, discuter. Et puis allez, je le lance parce que votez non à l'EID, parce que ça aussi c'est lié, on y reviendra dans un prochain épisode de cette émission, mais votez non le 28 septembre 2025 à l'EID, parce que c'est quelque chose qui est très grave et qui va bouffer toute votre vie privée. Et puis n'hésitez pas chaque fois à vous interroger sur tout ce qu'on peut dire, sur tout ce qui peut se passer, ou sur tout ce que vous pouvez entendre et dire, ou ce que vous entendez dire, et n'hésitez pas à vous interroger, à vous questionner, parce que c'est ça qui fait qu'on peut faire aussi évoluer et avancer les choses. Voilà. Merci Pascal pour ces éclaircissements. Ça a été en tous les cas très enrichissant pour moi. Et puis, je suis ravi déjà d'avoir fait ta rencontre et puis de t'avoir comme invité récurrent pour cette série. Alors, on a vu comment le système légal, mais biaisé, car mis en place sous couvert de conflits d'intérêts flagrants, spolie depuis 200 ans via des crises créées de toutes pièces et des manipulations. Et en plus, tout ça soutenu et accompagné de propagande médiatique. Alors, le prochain épisode, comme déjà annoncé, ce sera Trump et les BRICS, amis ou ennemis ? Point d'interrogation. Avec Pascal, et puis peut-être à voir, j'espère que ce sera possible de le faire en direct depuis Annecy, donc avec peut-être du public et puis d'autres invités. Alors restez à l'écoute de Radio Électron Libre, et puis n'oubliez pas, rejoignez le groupe Telegram, et je vous dis à bientôt, c'est-à-dire à vendredi prochain, pour un nouvel épisode du Grand Vol Invisible. Merci à toi, Vincent, de m'avoir accueilli. Merci Pascal, et bonne soirée à toi. Bonne soirée, merci.